Monsieur le professeur Boukhera. Professeur Abdelrahman Boukhera, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le chef de service du laboratoire de biochimie et toxicologie de l'hôpital militaire. En même temps, il est membre de l'association de biologie praticienne de Paris. Il est spécialiste des hôpitaux des armées français, Val-de-Grâce. Il est professeur de la faculté de médecine de pharmacie de Marrakech et en même temps professeur de l'université privée de Marrakech. À vous la parole, professeur Boukhera. Vous avez 30 minutes. Merci de respecter le temps. Merci. Bon, ça marche. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Association nationale des techniciens de laboratoire du Maroc pour cette... Il ne faut pas déclencher le chrono, hein. Je n'ai pas encore commencé. S'il vous plaît, merci. Alors, de m'avoir invité pour la deuxième fois, pour leur deuxième congrès, c'est toujours un honneur et j'accepte dès le premier temps, j'accepte toujours d'être parmi vous parce que je considère que les techniciens et les techniciens de laboratoire sont mes assistants, sont les piliers de mon travail quotidien. Et je vais répondre à la première présentation pour dire qu'on prive jamais nos techniciens de nos congrès. Et j'insiste même beaucoup à qu'ils soient présents pour qu'ils puissent suivre l'évolution de ce domaine très, très, très vaste de la biologie médicale. Et aujourd'hui, je vais me pencher sur le thème de cette deuxième congrès qui est la phase pré-analytique et je veux toucher la composante informatique. Alors la composante informatique, vous le savez très bien, selon bien sûr votre pratique, votre routine, qu'il est devenu incontournable dans tout laboratoire de biologie médicale. Donc moi je me rappelle tout au début, on n'avait pas ça. On avait juste des petits appareils, des méthodes à la manuelle. La composante informatique était très timide. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, cette composante informatique, elle est devenue une partie intégrante, elle est devenue omniprésente dans tous les laboratoires de biologie médicale. Donc, cela veut dire que tous nos techniciens ils ont l'obligation de suivre cette évolution. Et heureusement que nous sommes dans le temps de tout ce qui est multimédia. Donc, les techniciens d'aujourd'hui ne trouvent pas de problème pour suivre en fait cette évolution de cette composante informatique. Et cette composante informatique, je vais me consacrer à ce middleware. Middleware, il porte son nom, c'est un nom anglo-saxon. C'est une composante informatique qui se trouve à l'intermédiaire et on verra sa place comme pivot dans tout laboratoire. Maintenant, je peux commencer. Merci. C'était juste une petite introduction. Alors, je vais me consacrer à ce middleware dans la phase pré-analytique, mais il faut savoir que ce middleware, en fait, il gère tout le processus analytique. Depuis la pré-analytique jusqu'à la post-analytique, jusqu'à le compte rendu des résultats. Alors, vous voyez devant vous un certain nombre de Lego. Vous connaissez tous les Lego. Ce sont des pièces qu'on veut faire imbriquer pour faire un édifice. Tout le monde a joué à ce jouet-là. C'est un jouet mythique que vous connaissez tous. Et vous voyez ici les pièces, ils sont en désordre. Il n'y a pas d'édifice. Donc, on voit rien. Alors, le middleware, lui, il va venir pour faire l'ordre dans cette désorganisation. D'accord? On se met d'accord. Alors, ce jouet mythique, de point de vue historique, il date déjà de 1932 par un monsieur danois qui est d'origine charpentier, qui s'est converti en fait à un fabricant de jouets, de pièces de jouets qui sont les Lego. Alors les Lego, le mot Lego, il provient
du dialogue danois, leg et got, et ça donne le mot Lego, ça veut dire bien jouer. Donc le middleware va nous permettre de bien jouer. Et c'est qu'en 1934 que ce monsieur Christiansen a remarqué que le mot Lego veut dire en latin « j'ai mis ensemble ». Donc le mot Lego va mettre ensemble. Donc on va mettre ensemble quelque chose dans notre laboratoire. On verra qu'est-ce qu'on va mettre ensemble. J'espère que ça marche. Ah oui, c'est ça. Alors le middleware, voilà, c'est une pièce qui va venir imbriquer déjà 2 pièces. Donc c'est un début d'un édifice. Donc on commence à fabriquer quelque chose. On n'est plus dans le désordre, on commence à mettre de l'ordre. La pièce jaune, ça schématise ici le middleware, pour qu'on soit d'accord dès le début. Si on raisonne de point de vue puzzle, comme il y a des personnes ici qui n'aiment pas les Lego et ils aiment les puzzles, alors le puzzle, il y a toujours une pièce manquante, la dernière, qui va compléter la photo. Et cette pièce-là, c'est elle qui va compléter en fait la photo générale. Donc on a réussi notre puzzle. Si on réussit notre puzzle, c'est qu'on a mis toutes les pièces ensemble. Et ce middleware, il se trouve au milieu. Et vous voyez déjà ici qu'il rassemble 4 pièces à la fois. Et le middleware, il peut rassembler plus qu'une centaine de pièces à la fois. Donc, il a une capacité de mettre ensemble plus de 100 pièces à la fois. Vous voyez la capacité de ce middleware. Ça vous donne une idée déjà. Alors, c'est quoi déjà comme définition? C'est un système informatique intermédiaire. C'est le pivot, en fait, le pivot de plusieurs systèmes informatiques. Les systèmes informatiques que vous connaissez déjà, il y en a plusieurs. Il y a déjà l'interface d'un automate. Il y a un système informatique référentiel de qualité, comme l'URT, qui gère les contrôles de qualité. Il y a d'autres systèmes qui sont dans le laboratoire. Alors, le middleware, là, au lieu d'avoir des systèmes éparpillés, dispersés, lui, il va faire le rassemblement de tous ces systèmes informatiques à la fois. Donc, vous pouvez avoir un seul pivot pour gérer tous ces systèmes informatiques. Et ça met de l'ordre. Voilà l'objectif de ce middleware. Donc, c'est le pivot et c'est une interface. C'est ça ce qui est important. C'est aussi bien une interface d'entrée et de sortie. Entrée quoi? Entrer les données à travers le SIL et puis après, faire sortir les résultats. Alors, le fait d'entrer, c'est à partir de la phase pré-analytique. Et de faire sortir, c'est pour faire la validation technique. Et ça, c'est le rôle des techniciens de laboratoire. Il attend que les résultats sortent, bien sûr, après un contrôle de qualité, après une maintenance, après une calibration, et il va sortir. Et on imagine un middleware comme une tour de contrôle d'un aéroport. Et vous imaginez un aéroport sans tour de contrôle, alors là, c'est l'anarchie totale. Alors, j'ai dit interface entre différents logiciels de gestion des automates et les référentiels qualité. C'est une tour de contrôle qui va permettre l'entrée des données depuis la phase pré-analytique jusqu'à la phase analytique et puis post-analytique. Il est plus rapide que moi, ce... Et il garantit, en fait, et c'est ça ce qui est important, cette traçabilité de façon centralisée. On a une traçabilité totale, depuis le début du processus jusqu'à la fin. Qui fait quoi et comment, c'est bien respecté. Et c'est ça ce qu'on cherche en termes de qualité dans un laboratoire. Qui fait quoi et comment. Si on arrive à répondre à ces 3 questions, on peut répondre à l'assurance qualité. Alors, les différentes fonctions de ce middleware, on va les énumérer, on va les faire passer et vous allez vous retrouver. Alors, d'abord, une connexion aux automates. On peut directement connecter notre middleware directement aux automates. Et ça, c'est une option très importante. Pourquoi? Parce que si jamais votre SIL, qui peut changer d'un laboratoire à un autre, s'il tombe en panne, s'il y a un crash,
vous pouvez utiliser le middleware comme alternative. Ça, c'est un point très fort. De même, si jamais vous changez votre automate, vous pouvez garder votre middleware et la transition se fait de façon très très simple et très rapide. La récupération des résultats, ils sont pris en charge par ce middleware. Et en même temps, vous pouvez même intégrer les graphes. Et les graphes, c'est surtout en matière d'hématologie, où il y a plusieurs graphes, et même en matière de biochimie, comme les graphes d'électrophorèse, c'est très important. Alors le middleware, il a cette capacité d'intégrer les graphes et même de faire votre propre interprétation sur ce middleware. Question maintenant, et on peut répondre déjà à cette question. Est-ce que notre middleware peut devenir un backup pour le SIL? Parce que le SIL, il peut tomber en panne un jour ou l'autre, et ça nous arrive. Pour question de coupure d'électricité, pour question de serveur qui tombe en panne. Et là, vous avez cette alternative qui est le middleware. Vous pouvez continuer votre activité en laissant en veille le SIL, et vous pouvez continuer votre activité sans aucun problème, en attendant que le SIL revienne, et vous pouvez continuer cette activité sur le middleware. Vous pouvez même sortir des comptes rendus proprement dit. Donc, c'est une option très importante. En termes de gestion de qualité, et figurez-vous que ce middleware aussi, il peut gérer le contrôle interne de qualité, parce que vous pouvez paramétrer dans votre middleware toutes les alertes, toutes les alarmes, tous les niveaux de chaque contrôle, et même certaines règles, les règles de WestGuard, vous pouvez les paramétrer sur votre middleware. Et bien sûr, vous pouvez même paramétrer le calendrier quand est-ce que je vais passer mon contrôle de qualité. Donc, vous voyez ce middleware, qu'est-ce qu'il fait qu'il a comme potentiel de réalisation de ces tâches de laboratoire. Et là, c'est le rôle du technicien. Là, c'est cette tâche-là qui est la validation technique. Et ça, c'est le rôle joué par le technicien. Là, il est devant les résultats. C'est à lui qui va faire cette validation technique. Bien sûr, il va faire ces validations techniques en prenant en compte plusieurs choses à la fois. D'abord, les alarmes sur les échantillons. S'il y a une hémolyse, s'il y a une lipémie, c'est le middleware qui va lui dire. S'il y a des repassages à faire, s'il y a des tests réflexes à faire, et lorsque je parle de tests réflexes, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire une dilution, est-ce qu'il va faire un repassage, tout ça c'est géré par ce middleware. Alors, une fois le technicien est convaincu, il est convaincu de la valeur, la valeur absolue du résultat, en prenant en compte tous les paramètres, bien sûr, de calibration, de contrôle de qualité, des différentes alarmes, il peut valider techniquement sur le middleware. Et bien sûr, une fois il est validé sur le middleware, il va passer vers le SIL, vers le système informatique de laboratoire. Je ne vais pas citer les noms parce que chacun de nous ici, il utilise un SIL particulier, donc il y en a plusieurs. Et là, une phase très importante qui est jouée par le middleware. Et là, c'est la robotique. Vous savez très bien que maintenant, la phase pré-analytique, il a subi plusieurs évolutions. Maintenant, il y a une grosse robotique dans les laboratoires qui gère juste la phase pré-analytique. Et lorsque j'ai dit la phase pré-analytique, ça commence le convoyage des tubes, le traitement du tube qui dit traitement dit centrifugation, d'abord débouchage, centrifugation, débouchage, prélèvement, rebouchage et sérothèque. Tout ça, ça peut être géré par le middleware. Alors, au lieu d'avoir une interface particulière à cette robotique de la phase pré-analytique, le middleware, comme il peut gérer les différents automates que vous avez sur votre plateau technique, il peut aussi gérer cette phase pré-analytique. Et je donne un exemple d'un robot, d'un bot, qui est maintenant remplacé. Là, c'est l'ancienne version, c'est l'accélérateur. Vous voyez la dimension de cette robotique. Il peut gérer plusieurs automates à la fois. Et cette robotique-là, elle est gérée par le middleware. Et cette robotique, elle a subi une évolution. Maintenant, le système qu'on a actuellement, c'est ce système GLP. Vous voyez toute la chaîne
Et les différentes parties qui sont numérotées, chaque partie de cette préanalytique, il fait une partie du traitement des spécimens biologiques. En arrivant jusqu'à la fin de la chaîne, vous voyez vous voyez ici l'armoire que vous voyez, c'est la sérothèque en fait. Une fois les analyses sont faites, une fois tout est fait, le résultat il est rendu, et vous pouvez conserver votre spécimen dans cette sérothèque, bien sûr, à des températures qui sont recommandées. Alors ça, c'est le nouveau système, c'est la grosse robotique maintenant qui va arriver très prochainement dans les grands laboratoires et qui ont de la superficie qui s'apprête à ce genre de robotique, bien sûr. Alors, et cette robotique-là qui est gérée par le middleware, vous voyez qu'on est passé de 2 dimensions à 3 dimensions. Donc, on peut gérer les tubes par étage. Donc, ceux qui veulent gagner de la superficie, ils ont cette option-là. Vous voyez dans le coin là-bas, à droite, ça c'est un ensemble de convoyage de tubes qui est en vertical. Donc, on peut gagner de l'espace. Et tout ça, toute cette robotique, cette grosse robotique-là, elle est gérée par le middleware. Alors, la traçabilité, une autre fonction, c'est la traçabilité et l'archivage. Bien sûr, on est obligé, de point de vue qualité, de garder les numéros de l'eau, aussi bien des réactifs, des calibrateurs et de contrôle de qualité. L'identité de l'opérateur, c'est la traçabilité. Qui fait quoi? Donc, le middleware est sans charge. Les dates et heures de maintenance, quand est-ce que la maintenance a été faite et par qui cette maintenance a été faite. Et bien sûr, les actions menées, s'il y a des actions, bien sûr, préventives ou curatives, il y aura une trace sur le middleware. Tout ça répond, bien sûr, aux critères de qualité et à l'assurance qualité dans chaque laboratoire de biologie médicale. Et l'ensemble de ça va servir, si jamais il y a un audit un jour, cette phase d'audit qui vient avant l'accréditation, vous pouvez juste revenir à votre middleware et ressortir toutes les traces de toutes les maintenances, de tous les réactifs. Et un autre point très important, c'est la réactovigilance. Cette notion de réactovigilance, je rappelle très bien, si jamais il y a un problème sur un réactif, sur un lot de réactifs, d'accord? Et vous recevez régulièrement des notifications de réactovigilance. Et vous pouvez savoir, est-ce que ce lot de réactifs que j'ai utilisé dans mon laboratoire, est-ce qu'il pose déjà un problème? Et pour savoir, bien sûr, on a plusieurs lots à la fois, il suffit de revenir sur votre middleware et de demander, est-ce que j'ai utilisé ce lot de réactifs bien précis, ou lot de calibrateur, ou lot de contrôle de qualité, parce que la réactovigilance, elle peut toucher tous ces 3 composantes à la fois. Alors, un autre point très fort de ce middleware, avant de passer à ça, alors c'est un outil de suivi opérationnel. Je vais expliquer c'est quoi un suivi opérationnel. C'est qu'au cours du processus de traitement de tube, vous pouvez à chaque moment suivre le cheminement de tube. Qu'est-ce qu'il fait et à quel moment il va sortir les résultats. Et à quel niveau le tube est arrivé. Donc, vous pouvez suivre par patient donné. Si vous voulez chercher un patient, est-ce que tous les paramètres ont été faits? Donc, vous pouvez suivre en temps réel le cheminement de chaque patient. Ou bien, vous pouvez suivre le cheminement par analyse, une analyse donnée. À quel moment il va sortir? Et ça, on le fait tous les jours, c'est de la routine. Vous pouvez même avoir une idée sur le taux de survenue de non-conformité. Et ça, c'est très important. Vous pouvez avoir une idée sur le fonctionnement général de votre plateau technique, parce qu'un plateau technique dans un laboratoire, il y a plusieurs spécialités dans un laboratoire de biologie polyvalent. Il y a de l'hémato, il y a de la biochimie, il y a de l'immuno, il y a de la bactério, mais si vous avez un middleware qui peut gérer tout ça, et d'ailleurs ça existe, il peut gérer plusieurs postes à la fois, vous pouvez avoir une idée générale sur votre plateau technique. Et le fait d'assembler toutes ces données, c'est quoi le but? Le but pour nous, c'est déterminer ce TAT, le TAT. Le TAT, et moi j'invite mes chers techniciens et techniciennes
à maîtriser ce TAT. Ce TAT, c'est quoi? C'est un mot anglo-saxon qui veut dire turn around time. Et ce turn around time, il est utilisé pour la commercialisation des automates. Les commerciales, ils utilisent beaucoup ce TAT pour se différencier de concurrents. Alors, si je donne un tube à l'arrivée au laboratoire, combien ça va prendre du temps pour avoir un résultat? Et le middleware, par une intelligence artificielle, il va cumuler tout le temps qu'il faut pour le contrôle de qualité, pour la calibration, pour l'acheminement sur la robotique. Tout ça, il va le prendre en considération et va vous sortir un TAT réel. Et le fournisseur de votre automate, si vous dit que j'ai un TAT tel, 3 minutes par exemple, 5 minutes, vous pouvez le vérifier vous-même par votre middleware. D'accord? Donc ce TAT, il est très important et vous pouvez le prendre en considération dans le choix de l'automate et le choix du fournisseur. C'est très important, le TAT. Et vous avez une idée il y a le TAT, il y a le STAT. Le STAT, c'est quoi? Il y a des réactifs et on va dans stat. Stat, nous on dit stat parce qu'on est francisé. Mais stat, normalement, c'est aussi un mot anglo-saxon. C'est short, turn around time. C'est des réactifs qui ont été conçus pour avoir un minimum de temps, un minimum de délai de donner des résultats. Stat. Rappelez-vous de ça. Stat et tat. Alors, une autre fonction de notre middleware, c'est quoi? C'est la validation de méthode. Alors, la validation de méthode, c'est très important. Lorsque vous recevez un nouveau automate, ou bien lorsque vous déménagez, ou lorsque vous voulez changer de fournisseur, bien sûr, il va vous donner une méthode que vous devez adopter dans votre laboratoire, mais pour être sur le plan, avoir une conscience scientifique, il faut d'abord passer par la validation de méthode. Est-ce que cette méthode que me propose mon fournisseur, est-ce qu'il est valide? Donc, validation de méthode, plusieurs circonstances de validation de ces méthodes-là. Alors, la méthode, ce middleware, elle permet la validation de cette méthode. On va voir ça en détail. Maintenant, la question pour un directeur de laboratoire et pour les techniciens de laboratoire, est-ce que j'opte pour le middleware ou non? Avec toutes ces fonctions que j'ai présentées, est-ce que j'opte pour ça? C'est une question de culture, c'est une question de moyens, c'est une question de taille, et c'est une question d'équipement de laboratoire. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Alors je dirais que l'intérêt pour un middleware dépend de la taille du laboratoire, dépend de l'organisation, comment nous sommes organisés dans un laboratoire, et bien sûr dépend de l'équipement dont on a besoin. Parce que l'équipement, ce n'est la condition sine qua non. Il faut que les équipements soient connectables à mon middleware. Alors, les fonctionnalités disponibles, je vais poser la question. Moi, je vais ramener un middleware juste pour gérer le contrôle de qualité, alors que je sais très bien comment si lui-même, il peut gérer le contrôle de qualité. Donc, vous pouvez poser cette question et faire le pour et le contre. Est-ce que c'est rentable d'investir sur un middleware? Alors, l'acquisition, et si vous décidez d'avoir un middleware, il faut avoir en tête que vous devez, et vous avez l'obligation d'organiser tout le fonctionnement de laboratoire autour de votre middleware. C'est un non-retour. Donc, si jamais un jour, on vous pose cette question, est-ce que je dois acquérir un middleware ou non? Vous devez savoir, si jamais vous avez ce middleware, vous devez organiser toute l'activité laboratoire autour de ce middleware. D'accord? À l'âge, pour le rendre rentable déjà. Parce que c'est pas question de ramener un middleware et de le laisser à côté. Non. Il faut l'exploiter. Il faut sortir le maximum de fonctions qu'il peut faire ce middleware. Alors, je vais donner un exemple par un middleware qu'on a déjà testé pendant des années et nous en sommes très satisfaits. Et on a plusieurs sur le marché, mais j'ai choisi de vous présenter ce EVM.
qui provient de le BIC, Middleware Solution. C'est elle qui propose il y a toute une histoire derrière ce BIC, cette société, qui propose EVM. C'est un middleware parmi d'autres, mais qui nous a satisfait au cours de notre activité, au moins dans mon laboratoire. Alors, cet EVM, qui est un middleware qui a fait ses preuves, Alach, il a fait ses preuves, par expérience, je vous le dis, en toute franchise, c'est qu'on a, au cours de le middleware qu'on avait déjà, entre-temps, on avait changé d'automate. Ça, c'est réel, c'est des faits réels que je raconte. On a changé d'automate. On est passé d'un automate à un autre. Et la transition, pour un biologiste, c'est un peu... Je me posais des questions. Est-ce que mon middleware, ne va pas être dérangé par ce changement? Alors, figurez-vous que la transition était très souple et très facile. On est passé d'un automate à un autre. Ça, c'est des faits réels. Ça, vous pouvez me croire. Je vous invite à mon laboratoire pour voir ça. Donc, on est passé d'un automate à un automate supérieur sans changer notre middleware. On a changé juste la configuration de notre middleware. Et la transition s'est faite en demi-journée. Même pas, en 1 heure. Alors, ce middleware, il présente tout un menu. Chaque fois, dans tout middleware, il y a un menu. Vous pouvez vous amuser avec ce menu. Et ce menu, il est très étendu. Dans chaque icône que vous voyez devant vous, il y a des sous-menus qui gèrent chaque fonction que je viens de citer. Les fonctions de gestion du patient, les fonctions de contrôle de qualité, de validation de méthode, de connexion à des stations de travail, de connexion à d'autres automates qui sont pas nécessairement du même fournisseur. Ça, c'est le point, je veux insister beaucoup. Si vous avez des appareils de différents fournisseurs, il faut pas avoir le souci énorme, ils seront pas connectés. Tous les automates des différents fournisseurs dans un même laboratoire de biologie, ils sont connectables avec un même middleware. Il peut gérer, et ça je le dis, il peut gérer jusqu'à 99 automates à la fois. Et qui dit 99 automates, dit 99 stations de travail. Donc, vous voyez la capacité de ce middleware. Alors, je vais rapidement pour ne pas dépasser le temps. Alors, les 3 grandes fonctions, je vais les rappeler, c'est acquisition des demandes, traitement des demandes, renvoi des résultats, et la dernière que j'adore beaucoup, que j'aime bien, c'est la validation technique de méthode. Ça, c'est très important pour un laboratoire de biologie médicale qui se respecte. Qui se respecte, je dis bien qui se respecte. Il doit valider sa méthode avant de la mettre à la routine. Pour chaque test, il faut le valider sur le nouveau automate. Et ça, le middleware, il est capable de le faire. Validation de technique. Et d'ailleurs, il y a une rubrique dans ce BIC, dans ce EVM, qui est réservée à la validation de méthode. Une rubrique particulière. Alors, vous voyez ici, c'est les grands secteurs que l'automate, que le middleware, il peut gérer. Comment il peut gérer la biochimie? Il peut gérer d'autres secteurs, hein. Groupage, d'autres automates. Moi, j'ai mis des automates ici, au hasard, pour savoir qu'il y a plusieurs fournisseurs ici. Je ne veux pas citer les différents fournisseurs, que le même middleware, il peut gérer. Et vous avez la main ici, c'est que, vous pouvez ajouter, hein. Vous pouvez cliquer pour ajouter d'autres automates. Il peut aller jusqu'à 99 stations à la fois. Alors ici, c'est la gestion de paillasse. Vous voyez ici, c'est que les paillasses, lorsque je dis paillasse, c'est un poste de travail. La paillasse, c'est une unité fonctionnelle de travail, ce que nous appelons nom dans notre laboratoire, c'est l'UFT. Une paillasse, c'est l'UFT. Et si vous remarquez, si vous faites, s'il vous plaît, sur la deuxième colonne, regardez, jetez un coup d'œil sur les différentes paillasses. C'est différents fournisseurs, différentes techniques, différentes automates. Regardez. Donc, le même middleware, il peut gérer sans aucun souci les différentes techniques, les différents fournisseurs. Alors ici, j'ai donné un exemple
pour paramétrer les tests réflexes, et ça c'est très important, les dilutions, le repassage, même rajouter des commentaires, vous pouvez tout paramétrer vous-même. Vous avez la main pour paramétrer tout ça. Alors les stations de travail, j'ai parlé des stations de travail. Je vais passer rapidement. L'ajout des analyses. Vous pouvez même rajouter des analyses. Si jamais un jour, vous avez un nouveau test qui arrive dans votre laboratoire, et ça nous arrive souvent, un nouveau paramètre qui vient d'être enregistré, qui vient d'être validé, vous avez la main de rajouter. Hein? C'est une liste qui n'a pas de fin. Vous pouvez rajouter le nombre de tests qu'il faut et que vous utilisez bien sûr. Alors le contrôle de qualité interne, voilà notre le beau graphe de Levitt-Jennings. Et si j'ai choisi juste un paramètre, vous pouvez suivre le contrôle de qualité, par exemple, en choisissant le test. Là, c'est le chlore. Vous avez sur la petite fenêtre en haut à gauche le chlore, et je peux suivre l'évolution de mon contrôle de qualité par ce graphe de Levitt-Jennings. Et vous pouvez avoir une idée pour éventuellement des actions à mener, des actions correctives, changer de calibrateur, recalibrer, avoir un point qui sort des règles de Westgard, et là, vous êtes censé porter des mesures correctives. Et c'est ce graphe de Levitt-Jennings qui vous permet en fait de déceler les dysfonctionnements, les non-qualités. La validation des techniques. Alors la validation des techniques, c'est le rôle, c'est la validation technique. Lorsque je dis c'est biotechnique ou technique. Alors vous voyez ici, vous avez plusieurs lignes. Alors chaque ligne correspond à un patient. Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir. Ça c'est le menu qu'on utilise quotidiennement, c'est de la routine pour valider, parce que vous pouvez choisir votre patient pour aller valider. Alors un autre point, c'est la validation des méthodes. Alors lorsque vous voulez valider une méthode, vous devez vous aligner. Vous avez le choix de vous aligner soit à une société savante comme la SFBC, ou là le protocole RICOS, ou bien votre propre protocole. Vous pouvez exiger votre propre protocole pour valider une méthode. Alors la validation de méthode, c'est un sous-menu. Vous voyez ici, sur le menu, on peut sortir la validation. Vous pouvez choisir quel test à valider. Vous pouvez le cliquer et choisir quel test je veux valider. Et bien sûr, les paramètres à valider, et les paramètres, on les connaît, c'est la fidélité, la justice, l'incertitude sur la mesure, la comparaison de méthodes, hein, l'intervalle de mesure, vous pouvez déterminer votre intervalle de mesure, la limite de quantification et le domaine de mesure et la possibilité de contamination de votre échantillon. Tout ça pour valider une méthode. Alors, une méthode est dite valide que si vous faites tout ça. Et d'ailleurs, il y a des tâches qui sont obligatoires et qui sont imposées par le middleware. Donc, on ne peut pas se tromper. Alors, la grille de validation, là, une validation, c'est, vous voyez les résultats, je reviens à la validation technique, vous voyez des résultats, il y a des codes couleurs. Les codes couleurs sont très importants. Ça peut alerter le technicien pour aller faire soit une dilution, soit un repassage, soit de rejeter carrément l'analyse. D'accord? Alors ici, une visualisation de spécimen. Là, si vous avez, pour un même patient, vous avez deux spécimens différents. Il a des urines et du plasma ou là du sérum. Vous pouvez fusionner les deux à la fois. Et cette fenêtre, elle le permet. Un autre point très important, c'est la mise en forme de compte rendu. Et là, c'est le backup, le middleware qui peut jouer le rôle de backup. Vous pouvez éditer un compte rendu en bonne et due forme. Si jamais votre site tombe en panne, vous pouvez utiliser votre middleware pour sortir un bon compte rendu. Et là, vous avez la main. Vous-même, vous avez la main pour configurer un bon compte rendu. Alors, il y a deux associations. Là, je passe rapidement et j'ai mis l'adresse. Si jamais il y a parmi vous qui s'intéressent, ils peuvent aller visiter le site pour voir parce que les deux associations qui ont beaucoup de savoir, les middleware, ils ont élaboré des procédures communes. Il y a des procédures. La petite forme qui fait le site. Avec les procédures qui permettent en fait soit la mise en place, vous voulez mettre en place un middleware
ou là, vous voulez vérifier votre connexion, mais si le middleware automate, il suffit juste d'aller sur ce site-là, et selon vos besoins, il y a deux fiches. Il y a une fiche de vérification de fonctionnement, qui est la fiche qui peut vérifier votre middleware, il marche très bien. Il y a une deuxième fiche de validation de connexion. Alors, il ne me reste pas grand-chose. Je vais terminer rapidement. S'il vous plaît, la régie. Il me reste 2 ou 3 slides, je crois. Je peux? Oui, oui. Je peux, monsieur l'orateur? Oui. Merci beaucoup. Normalement, je ne devais pas déborder, mais... Oui, encore. Tout ça, on l'avait dit, on l'avait passé. Voilà, je suis arrivé là, j'étais là. Alors, en conclusion, donc je n'ai pas trop débordé. En conclusion, pour la mise en place d'un middleware, il faut d'abord une nouvelle culture. Il faut changer de culture. Hein. Il ne faut pas rester figé sur ce qu'on faisait auparavant. Il faut aller avec le courant. Le courant, il impose maintenant cette composante informatique dans le laboratoire. C'est presque incontournable. Il faut savoir que même avec les plus grands middleware qui existent sur le marché, ils sont toujours en développement. Il y a toujours des fonctions de plus qui arrivent. Donc, toujours un développement qui continue. Et si vous avez une grosse robotique dans votre laboratoire, hein, que vous devez gérer avec votre middleware, le middleware il va changer de nom, carrément. Au lieu de parler de middleware, il va devenir un Work Area Manager. Il va gérer la surface de travail. Et imaginez si on a un laboratoire dans cette superficie, j'aimerais bien la voir, dans cette superficie, vous pouvez avoir une grosse robotique comme le GPL maintenant d'Abbott, et vous pouvez gérer ça par une seule machine, et ce middleware. Et je crois, on a commencé avec les Lego qui sont désorganisés, ces pièces de Lego désorganisées maintenant. Peut-être vous commencez à faire un édifice dans votre imagination, en moins dans votre imagination. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je vous félicite pour la qualité de votre exposé qui était très clair et qui était donc très important. Donc vous avez relié, donc vous avez parlé du middleware, vous l'avez défini, vous l'avez relié à la phase pré-analytique, qui est une phase critique. Les études ont montré que à peu près 70 à 80% des erreurs proviennent de cette phase pré-analytique. Donc vous l'avez bien cité au cours de votre exposé. Vous avez parlé également de la traçabilité et l'archivage, qui est un point très important, qui fait quoi et comment. Le jour de l'audit, c'est l'épreuve, c'est la trace. Donc, c'est très important. Vous avez bien parlé également de la validation de méthodes. On ne peut pas autoriser l'utilisation d'une méthode sans validation et vérification. Même si on est un laboratoire qui ne veut pas être accrédité, il faut vérifier et valider la méthode et montrer qu'elle est apte à être utilisée en routine. Vous avez également donné l'exemple de l'EVM. Vous avez également parlé des règles de leveraging, les règles de Westgard, les non-conformités. Vous avez tout dit. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. C'est moi. Et c'est très intéressant. Je vous félicite une autre fois. Et on va donner la parole à l'assistance s'il y a des questions par rapport à la première et cette deuxième présentation. Les deux, ils sont très importants et ça donne beaucoup. Je vais garder le pupitre si jamais il y a des questions, je suis là pour répondre. Voilà. Merci. Profitez-en. Merci. Alors. Allez-y. Bonjour. Je vous remercie. J'ai une question pour le premier présentateur. Je viens du Mali. Je voudrais
savoir, par rapport au programme de formation des techniciens de laboratoire chez vous ici, s'il y a un volet qualité, formation en assurance qualité, parce que je sais que le Maroc est beaucoup en avance par rapport à la formation en assurance qualité. Nous avons au Mali un seul laboratoire de biologie médicale accrédité et l'accréditation a été faite par une société marocaine. Donc, comme on dirait que c'est dans votre quotidien, est-ce qu'il y a un programme pour les techniciens? Parce que chez nous, quand on veut amener les techniciens à appliquer la qualité, on pense que c'est un travail supplémentaire qu'on les impose. Ensuite, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une bonne répartition des techniciens à travers le territoire ici, puisque dans d'autres pays, ils sont concentrés en ville. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Alors, on a décidé de prendre que 3 questions, faute de temps. Merci de nous excuser. On va prendre 3 questions. Première question, c'est pour Monsieur Khanchef. Une deuxième question, s'il vous plaît. Merci de se présenter, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, c'est Haj Nordine, technicien de laboratoire, 37 ans de service, responsable de pôle biologie au CHU Casa. Bon, juste, je veux faire, c'est pas une remarque, je dois remercier le professeur pour son témoignage quand il a dit qu'on croit. C'est le pilier de la biologie et je le remercie à travers vous et au nom de l'association. C'est bien, c'est le technicien, c'est lui à la base de la biologie. C'est le technicien qui participe à la formation des biologistes. Après, je veux dire, pour M. Khachav, il a dit tout à l'heure, qu'on croit que les techniciens, que les biologistes doivent faire participer les techniciens au congrès. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le technicien qui doit s'imposer. Ça, c'est le rôle et c'est l'objectif de notre association. C'est que valoriser votre métier. C'est à vous de avancer votre métier. Donc, voilà, c'est ça que je peux vous dire. Et je remercie toute l'équipe de l'association pour excellence organisation. Donc, je remercie les modérateurs et merci. Merci, le Haj Nordine. Voilà, une troisième question, une deuxième question plutôt. Donc, merci de se présenter, s'il vous plaît. Oui, Tariyoun, technicien de laboratoire, le technicien chef de l'unité de biologie médicale du CHP de Tiznit. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation. Et puis, la première, si vous permettez, c'est deux questions. Une pour Monsieur Khanchef. En ce qui concerne, tout à l'heure, j'aurais aimé que la diapo qui concerne la distribution du volume horaire entre l'ancien régime de l'IFCS et les ISPITS qui montrent un vrai écart entre le volume horaire consacré pour les travaux pratiques dans le système de l'IFCS et dans le système de l'ISPITS. Est-ce que vous ne voyez pas que cet écart-là va nuire à la qualité de la formation des techniciens de laboratoire qui évidemment, c'est beaucoup plus une profession qui est pratique. Pour la deuxième question, c'est pour... Une seule question par intervenant, s'il vous plaît. Voilà une troisième question. D'accord. Vous pouvez poser votre deuxième question et notre troisième. Il y a quelqu'un?
Bonsoir. Merci de se présenter. Je suis M. Cissé Cheikh Cissé, président de l'association sénégalaise de biologie médicale, en profession en service à la faculté de médecine de Dakar, service bactérioviro. Ma question, c'est de savoir est-ce que le Midway ne va pas envoyer les techniciens au chômage? Parce que moi, mon association, cette remarque, c'est l'objectif principal, c'est l'insertion des techniciens de laboratoire sur la vie professionnelle. Est-ce que ce Midway ne va pas envoyer beaucoup de gens au chômage? Bon, pour le partage d'expérience, je ne serais venu aujourd'hui ici sans remercier quand même l'association maghrébine depuis le congrès de Tunis, à qui on a fait un partage d'expérience concernant le coaching rapproché qu'aujourd'hui au Sénégal, le ministère de la Santé, à travers la direction des laboratoires, c'est basé sur cela pour faire une capacitation des techniciens supérieurs de laboratoire dans les régions. Et on est aussi allé plus loin avec le système LMD, de former aujourd'hui tous les techniciens supérieurs de la santé avec un module de 6 mois pour que toute la corporation de techniciens supérieurs intègre le cycle ingénieur, c'est-à-dire ingénieur de biologie médicale. Donc je remercie nos collègues. La biologie n'a pas de frontières, c'est une biologie pour tous. Et c'est un pays frère aussi, comme le Sénégal et la Mauritanie. Je remercie vraiment pour cette invitation à ce deuxième congrès. Et j'espère dans l'avenir vous inviter aussi au Sénégal pour faire pareil. Merci. Merci à vous. Donc la première question, c'est pour M. Khenchef. Oui, alors le programme, vous avez donc posé la question, programme de la formation en assurance qualité. Alors vous savez très bien au niveau de laboratoire, quand on a au niveau du programme un certain nombre de modules. Il y a un module où on enseigne l'assurance qualité sur le plan général, là en général, contrôle qualité, assurance qualité, avec ses étapes, avec sa démarche. Et puis, on confie la partie pratique à toutes les disciplines. C'est-à-dire celui qui fait les pratiques de l'hématologie, il consacre un temps bien important pour faire, justement, à parler de l'assurance qualité en hématologie. En biochimie, la même chose, en bactériologie, en parasito, etc. Donc là, on trouve l'assurance qualité éparpillée donc au niveau des différentes disciplines principales au niveau de la formation. Il y a donc un général qui se fait, un cours général qui se fait, et puis spécialisation, c'est-à-dire contrôle de qualité en biochimie, contrôle de qualité en hématologie, en parasitologie, en bactériologie, etc. Même on a soulevé donc aussi l'assurance qualité en anapath, en anatomie pathologie, puisque le technicien est appelé à faire un certain nombre de pratiques avant, bien sûr, la lecture, les lames ou la lecture, les biopsies. Donc là, vous voyez que l'assurance qualité, elle est partout. Un autre point très important, quand nos étudiants partent en stage, automatiquement, ils vont donc le contractent, où là, ils confrontent des appareils, ils confrontent des nouvelles techniques, et là, on est devant l'assurance qualité, comme il a été dit par le professeur Boukhira, pour les gens, les techniciens qui travaillent avec ces automates qui sont très avancés. Au niveau de la formation, il n'y a pas les automates ou l'équipement technologique qui est très sophistiqué. On donne les axes et puis la pratique. C'est relié à la deuxième question, qui est donc au niveau des pratiques, au niveau de l'IFCS et les SPITS. Au niveau de l'IFCS, c'est un temps général au niveau des stages. On donne un mois jusqu'à, ça dépend de la technique, de la discipline. Mais au niveau du système LMD, c'est un module avec un volume horaire bien déterminé. Si on lui ajoute la pratique, c'est un plus. Deuxième élément, les travaux, un temps consacré pour justement pour les étudiants, et tout le monde le sait, le système LMD, qu'ils fassent une auto-formation, c'est-à-dire aller faire des travaux de recherche, aller développer de le côté, mais qui ne savent pas.
Là, vous avez évoqué une question que j'ai partagée dans une réunion avec même les gens de l'extérieur. Nous avons trouvé au niveau des modules le système LMD 470 heures destinées au travail personnel de l'étudiant. Et là, il vient ce qu'on appelle les crédits. Les crédits, au niveau du Maroc. Mais ailleurs, ils le font. Ça veut dire l'étudiant qui aime dire un travail personnel, une étude de cas, au niveau de la biochimie, au niveau, et qui fasse la pratique, on pratique, les gens, vous connaissez bien que, la tradition. Mazel, l'IFCS, il règne. Mazel, les gens ne fassent pas, ou là ne font pas la différence entre le système LMD et le système ancien qui dit IFCS. Mais tout le monde fait les pratiques, fait les stages, fait la différence. Le volume horaire, certes, si on voit le module stage fait un module de 80 heures, d'abord on l'a 200 heures. من 120 200. Ou d'abord on a la deuxième qui m'a dit tout à l'heure qu'il y a une révision en 2017. حاولنا نرميديو هذا le point. C'est ce qu'on appelle le stage de professionnalisation. Stage de professionnalisation fait تقريبا شي 100 heures par discipline principale. Il est زناها كيولي حتى هو le volume horaire طلع. غير يلا دي 2017 لا تجي. Donc مازال ما ماشي. ولكن خصتا لو terrain il faut qu'il fasse un peu يعني كيما نقولوا le travail. راهو لا un module. Ça veut dire l'étudiant il dit un stage au niveau d'un laboratoire, si tu ne lui valides pas, même il valide le module. Mais si بحال l'IFCS, شنو كنقولوا لهم؟ انا جيت aussi في لو تيران كنقولوا للدراري اللي جاوا في l'IFCS ما قراوكمش هذا الشيء ما داروا لكمش هذا الشيء بحال اون اكوز لا فورماسيون. دابا لا ما يبقاش تقولوا ما قراوكمش عاد تجيو للستاج، راه الموديل ستاج خصك تقريه. La théorie, la pratique, la couche, tu lui valides, sinon, il va rater le semestre. Il y a des exigences ou il y a en application. Ça y est, donc. La troisième question à M. Boukhera. Est-ce que le Medlouar va faire chômer les gens? Les techniciens de laboratoire, c'est pas eux. Même nous, biologistes, on va chômer. Cette question me rappelle sur les grandes surfaces. Le jour où le passage des différents denrées et ingrédients, on avait posé la question, est-ce que ça va mettre les caissières en chômage? On avait posé la même question. Alors là, c'est la différence. Ici, j'ai insisté, le long de mon exposé, j'ai beaucoup insisté sur le facteur humain. Le facteur humain, c'est très important. On a beau avoir ces outils informatiques, c'est vrai, mais toujours le technicien du laboratoire qualifié, il a toujours sa place. Parce que j'ai schématisé, vous voyez que de la robotique et que de l'informatique, mais il y a le facteur humain, c'est très important. C'est lui qui valide. J'ai parlé de validation technique, j'ai parlé de la validation de méthode. Qui fait ça? C'est le technicien, bien sûr. Qui fait le contrôle de qualité? Qui fait le calendrier de maintenance? C'est le technicien. Donc, j'ai jamais dit que ce middleware va mettre les gens. Au contraire, on va être plus exigeant avec le technicien. Il doit être mis à niveau pour pouvoir suivre ces évolutions qui n'arrêtent pas dans un domaine de biologie médicale. Et toujours, il y a de l'évolution, il y a toujours du nouveau. Et c'est la formation continue des techniciens. Moi, je vais sauter sur l'occasion pour le dire. Un technicien de laboratoire, il doit avoir une formation continue. Comme nous, les biologistes, on est obligés d'avoir cette formation continue. Le technicien lui-même, et on leur propose des formations continues. Et heureusement, on a des partenaires qui nous aident, qui nous épaulent pour ces formations continues. Et là, je peux lancer un défi pour mes techniciens qui sont ici présents. Si jamais quelqu'un veut faire une formation continue dans un domaine particulier qu'il me demande, il va le faire. Moi, je le promets. D'accord? Donc, jamais ce middleware, monsieur, ne va mettre les gens au chômage. Au contraire,
on va être plus exigeant vis-à-vis d'eux. D'accord? Je vous remercie. Merci. Merci, professeur Boukhera. Une dernière question. D'accord. Donc, Oui. bonjour. Qui est-ce qui a posé la question? Oui, Présentez-vous, voilà. s'il vous plaît. Donc, je suis technicienne au laboratoire de biochimie à l'ARAP, à Tunis. Heureusement qu'on a EVM au service, parce que sinon, c'est la pagaille. Donc, imaginez avoir chaque jour entre 300 et 600 tubes. Donc, comment les organiser, comment les partager, les dispatcher. Donc, c'est vraiment très important d'avoir EVM. Le jour où il y a une rupture au niveau de la connexion, on n'y en a plus EVM, c'est vraiment la pagaille et on ne se retrouve plus. Merci. Merci, madame, pour votre témoignage. Ce que je voulais dire à mon ami sénégalais, bon, vous savez, c'est le besoin qui va quand vous aurez le besoin, quand vous êtes dépassé par gérer un certain nombre d'appareils qui sont dans votre service, vous allez sûrement chercher le middleware. Voilà. À mon avis, puisque j'ai le micro, je vais parler un petit peu de Monsieur Khanchef. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est une présentation où vous avez donné l'histoire des techniciens de laboratoire. C'était génial. J'ai bien aimé. Je connaissais pas ça, je l'avoue. La première fois que je connais que vous avez cette histoire aussi importante et aussi ancienne que je connaissais pas. Bah, c'est très important. Il faut mettre ça en exact. Deuxième des choses, j'aimerais bien que l'Intel et dans ce deuxième congrès, sortir avec des recommandations, s'il vous plaît. Sortir avec des recommandations, c'est très important. Ne laissez pas les choses passer. Troisième des choses, et à la fin, tous les systèmes pédagogiques ne sont pas parfaits. Le système LMD, il a prouvé qu'il n'est pas parfait en France. C'est prouvé. Donc, les systèmes LMD, là, c'est problème. D'accord? Et comparer, c'est pas la peine. Il faut opter pour un système d'enseignement. Il faut respecter ces règles. Quand vous appliquez le système LMD, vous avez une définition d'un modèle, vous avez un CNPN, un cahier de normes pédagogique marocain que vous devez respecter à la règle. Un module, c'est un nombre d'heures que vous devez respecter. Donc, optez pour un système ou pour un autre, comparer, c'est pas la peine. Juste, il faut choisir quel système vous allez choisir. Et enfin, je remercie mon ami professeur Boukhera pour sa présentation très intéressante sur le middleware. Le middleware, c'est quelque chose de très intéressant. Et surtout, vous avez parlé de la partie préanalytique. C'est là où c'est le professeur Mohamedi qui a parlé de ça et qui a dit que nous, au laboratoire, vraiment, le premier problème, c'est la partie préanalytique au Maroc. C'est pas plus de 65%. Je crois que aux environs 70 à 80% des problèmes. Juste vous dire que la partie, voilà, il y a une partie qu'on va gérer au niveau du laboratoire et une partie qui se passe, je parle aux jeunes, bien avant le laboratoire, depuis la préparation du patient, la prescription, le transport. Il y a plusieurs intervenants. Et une autre chose, et une chose qu'on ne fait pas, c'est la prestation de conseils concernant les non-conformités. Je parle aux biologistes, je parle aux techniciens. Il ne faut pas juste collecter les non-conformités et alors vous avez des données. Et alors, il est où le retour? Elle est où la prestation de conseil? Vous avez beaucoup d'hémolyse pour le service de pédiatrie. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi l'action? C'est ça la qualité. Il faut agir, non? La roue de Deming. Bien sûr. Donc, il faut agir. Qu'est-ce que vous avez changé? Une chose est très importante, c'est la prestation de conseil, même concernant le processus préanalytique. Et je vous remercie et je pense qu'on va clôturer cette session. Est-ce que vous avez un petit commentaire? Merci beaucoup. On vous remercie.